Alors il y a un boule là, un mâle solitaire qui est juste à côté, qui est en train d'arriver vers le. Qui est en train d'arriver vers le, vers le village. Et en fait, c'est l'occasion de voir comment est-ce que ici les gars, l'équipe gère la situation. Et ils la gèrent très mal, je le dis franchement, parce qu'il y a un gros travail de sécurité à faire. Là, on allait suivre le trail, vous savez, le chemin de l'éléphant. Et en fait, le seul truc qu'ils nous ont dit, c'est faites gaffe. Et donc c'est moi qui ai dit non, mais c'est hors de question qu'on aille suivre le trail parce que c'est par là que l'éléphant venait. En fait, on allait faire un face-à-face avec lui. Il nous disait que la distance de sécurité là c'était au moins 40 mètres. Non, la distance de sécurité c'est au moins 70-80. Et là on est juste sur le chemin de l'éléphant. En plus, on vient d'apprendre qu'il va essayer de rentrer dans le village. C'est con parce qu'on n'a pas de galon. Donc là en termes de sécurité, c'est nada. Il y a un énorme travail à faire. Parce qu'en plus ils nous disent qu'ils chargent, bah bien sûr, si vous restez à 40 mètres de lui, il va essayer de charger. Et en fait il arrive de là-bas et il va par là-bas. Donc on va essayer les galons, on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Alors je pensais pas que, enfin j'avoue vraiment on était venu là pour voir les éléphants, la harde, tranquille en train de pâturer dans la prairie et là pas du tout, là c'est un mâle, il va falloir essayer de repousser. Donc c'est pas tout à fait la même ambiance. Alors pendant qu'on est ici en train d'attendre un mâle qui devrait arriver vers nous à un moment ou à un autre, il y a les villageois près de Umakule, donc l'exit point à Karagampar, qui ont signalé un arbre le son d'un arbre qui tombe autour du point. Il est donc un éléphant. Ils ont entendu du son hier aussi, il y a eu des traces de passage de l'éléphant, donc en gros c'est un mâle tout seul. C'est celui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qui errait un peu à l'est du village. Et donc là, il semble qu'il s'approche de Omakule. Donc Muslim gère à merveille, il vient d'envoyer 2 gars pour la patrouille au bon moment parce que l'éléphant n'est pas encore là. Donc ils sont dans l'anticipation. Ils vont rester toute la nuit, on va les rejoindre dès qu'on en aura fini avec ces éléphants là. Sacrée nuit donc là. Bon alors ici, là on est de retour au camp, à Karagampar. Finalement l'éléphant dont je vous parlais dans l'autre village avec l'autre équipe est pas sorti de la forêt, ce qui est une bonne chose. Il a peut-être entendu les humains qui étaient devant le point de sortie, donc il n'a pas trop osé. Donc à voir un peu sur le long terme, mais en tout cas pour le moment il n'y a pas eu de problème. Donc on est revenu ici, on vient d'arriver, et là on repart dans la foulée à Karagampar. Donc on a roulé, je sais pas bien 2 heures. Ouais c'est ça, 2 heures, ouais. Donc là il est 23 heures et donc on file direct à Omakule, là où il y a l'éléphant, en tout cas les traces d'éléphant, et on enchaîne quoi direct. On est donc ce soir-là à Omakule cette fois. Donc il y a eu une super organisation puisque pendant qu'on surveillait un autre éléphant, ici on a eu une alerte de l'agriculteur qui habite ici, de signes, d'indices de présence d'éléphants. Il a entendu des arbres tomber dans la forêt, donc Mousseline a envoyé 2 gars pour faire une patrouille ce soir, ce qui est très bien parce qu'on est toujours dans la démarche d'anticipation. Pour le moment il n'y a pas de nouveaux signes, donc on va rester là la nuit je pense quelques heures, voir un peu ce qui s'y passe et revenir demain. Revenir demain de jour pour voir les passages de l'éléphant et revenir ensuite bien sûr de nuit pour patrouiller. Donc voilà, on a checké aussi l'alarme, vous savez qu'on a installé une alarme par ici. Tout va bien, pas de macaque qui s'est amusé à la détruire. Donc
on surveille, on reste alerte. Et en fait, juste pour vous dire, ces patrouilles, en fait, elles sont extrêmement importantes, bien sûr, pour... voilà, c'est quand même mieux comme ça pour me voir. Sont extrêmement importantes pour anticiper les mouvements des éléphants, mais surtout, c'est complètement nouveau pour les gars ici. C'est-à-dire que les équipes avec lesquelles on travaille, euh, elles n'ont jamais fonctionné comme ça, elles n'ont jamais fait vraiment de patrouille. C'est-à-dire que jusqu'à présent, lorsqu'il y avait des éléphants qui entraient dans le village, l'agriculteur appelait et puis ils allaient essayer de repousser les éléphants. Donc ils n'étaient pas du tout dans la démarche de patrouille, juste dans la démarche de on repousse les éléphants. Il n'y avait pas du tout la notion d'anticipation, il n'y avait pas la notion de surveillance. Donc tout ça est très nouveau et nécessaire bien sûr si on veut assurer la sécurité des villageois, des fermes et puis bien sûr des éléphants ici à Karagampal. Contrairement à ce que beaucoup pensent, un éléphant peut être extrêmement difficile à voir en forêt ou dans un champ. Non seulement ils se fondent à merveille dans leur environnement, mais ils regorgent aussi d'ingéniosité pour être le plus discret possible et éviter de se faire repérer. C'est pourquoi nous essayons chaque jour de suivre l'évolution de leurs indices de présence autour du village afin d'anticiper leurs mouvements. Arbres au sol, sentiers tracés en forêt, crottes, restes de repas, un animal de 2 tonnes laisse quand même des traces faciles à identifier. Des traces claires et nettes qui impactent également le reste de la biodiversité. L'éléphant, espèce ingénieure parce qu'il modifie considérablement son environnement, est aussi une espèce parapluie, puisqu'il permet à tout un cortège d'oiseaux, de mammifères, d'insectes, de plantes de se développer dans la jungle. Ces impacts écologiques sont immenses. Il entretient la forêt, favorise sa régénération, offre des micro-habitats pour les insectes, les amphibiens et rend des services pratiques à tous les mammifères et oiseaux qui vivent là. Protéger les éléphants, c'est aussi protéger leur habitat et donc conserver l'ensemble de ces réseaux écologiques au sein de la forêt. Notre mâle solitaire continue, quant à lui, d'errer autour de Umakule, à l'ouest du village, mais reste pour le moment dans la forêt. Dans quelques jours, les équipes de Harapan auront l'occasion de le voir de beaucoup plus près. Je crois que cette fois, ça y est, j'ai trouvé un moyen d'aller en forêt. Là, je suis juste sur vraiment le bord, la lisière. J'ai regardé la carte et en fait, c'est l'entrée d'une grande forêt. C'est pas du tout l'endroit où j'étais la dernière fois, où je pensais avoir trouvé aussi un chemin, il faudrait que j'y retourne. C'est vraiment par pur hasard. Sur le bord du chemin, j'ai vu un petit sentier qui partait en forêt. Je l'ai suivi. J'ai continué un peu, voir où ça nous amène. Et voir un peu ce qu'il y a de beau à trouver là-bas. Donc là, j'ai encore avancé dans la forêt. Et on voit déjà que la végétation, eh bien, la canopée a déjà commencé à augmenter. Elle est beaucoup plus haute que quelques mètres, quelques dizaines de mètres plus bas. Les arbres sont plus grands, plus hauts. Le sol aussi est beaucoup plus dégagé, c'est plus facile de se déplacer. Donc petit à petit, on arrive vraiment dans la forêt, quoi. Il y a de moins en moins aussi de présence d'arbres coupés, de présence humaine.
Alors, le sentier continue par là. Maintenant, c'est plus sur un sentier fait par les humains, mais pas par le sentier fait par les animaux. Le sentier fait par le passage répété des animaux, parce qu'ils passent toujours par le même chemin. On est sur une crête en plus. Et donc, oui, j'ai pas le temps de continuer, mais je sais maintenant où revenir, où aller. Et je sens que plus on va continuer, plus il y aura de très belles surprises, parce que là, la végétation est devenue assez haute. Suffisamment haute pour voir peut-être au fond des gibbons, des traces d'ours aussi. Et en plus il va bientôt faire nuit, donc il va falloir que je redescende, mais la forêt ici, la forêt tropicale, la forêt en Indonésie, c'est un hotspot de biodiversité. Et le terme n'est pas exagéré, puisque les forêts d'Indonésie, c'est la troisième plus grande forêt du monde, après l'Amazonie et le bassin du Congo. Et il y a des milliers et des milliers d'espèces endémiques qu'on ne trouve qu'en Indonésie. Et au-delà de ça, il y a des milliers d'espèces endémiques qu'on ne trouve que sur certaines îles d'Indonésie. L'éléphant de Sumatra, justement, fait partie de ces espèces endémiques de Sumatra. Donc ici, dans ces forêts, et ici à Palawan, il y a vraiment une biodiversité qui est assez impressionnante. Parce qu'on a bien sûr les éléphants, les tigres, les gibbons, les orang-outans, des panthères, donc tout un tas d'animaux. Et je compte bien revenir là, très vite, pour en rencontrer quelques-uns. Ils ont foutu le feu. De partout. On était là il y a 3 jours. C'était vert, c'était beau. Ils ont tout brûlé. Il n'y a plus rien. Et c'est pile là où les éléphants passent en fait. C'est vraiment ce chemin-là que vous voyez là maintenant en noir, que les éléphants empruntent pour passer. Et au-delà de ça, c'est tout leur habitat en haut, vous voyez, qui est littéralement parti en fumée. Ils ont plus rien, ils ont plus rien. Et je sais même pas s'ils vont repasser ici, mais enfin, certainement. C'est eux qui viennent y faire. Donc l'habitat des éléphants il est détruit, et après on s'étonne que forcément ils se perdent dans les plantations, ils se perdent dans les fermes et qu'il y ait des conflits. La cause profonde du problème elle est là en fait. Il n'y a que la conservation concrète, active sur le terrain qui fonctionne, avec les gens, avec les habitants. Et ça marche. Et quand on voit ce genre de spectacle, c'est... Franchement ça me donne envie de vomir.
Alors il est maintenant 1 h du matin, on est toujours à Ouakoulo, on surveille. Donc comme je vous ai dit, l'éléphant il est juste en face de nous. Enfin dans la forêt juste en face de nous. Il n'a pas la démarche du, comment on dit, du crop raider, c'est-à-dire il y a les éléphants, surtout les mâles, enfin souvent les mâles aussi, qui ont tendance à se rendre dans les cultures et à trouver, enfin à manger tout ce qu'ils y trouvent. Lui, c'est pas le cas. C'est le même éléphant dont je vous parlais, là, qui a un handicap à la patte arrière gauche. Donc en fait là le but c'est que l'éléphant il est pas bête, hein, il a bien vu qu'on était là, il nous a entendu, il a vu les feux, il a vu les lumières. Donc le but c'est de faire en sorte qu'il reste dans la forêt. C'est pas d'attendre que on soit face à face avec lui au dernier moment et que là on essaye d'utiliser tous les outils à notre disposition pour le faire partir. Le but c'est de faire en sorte qu'il reste dans la forêt et donc pour ce faire on fait ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire on marque notre présence, on patrouille tous les soirs, on fait entendre qu'il y a des humains, on utilise nos loupiottes là et on marque vraiment le territoire des humains pour faire en sorte que l'éléphant reste dans son territoire. C'est quelques heures plus tard que notre fameux mâle solitaire essaiera de sortir de la forêt en direction des fermes. Nos équipes placées là en anticipation le bloqueront immédiatement uniquement grâce à nos outils et nos méthodes réfléchies et redoutablement efficaces. En quelques dizaines de minutes, l'éléphant aura fait demi-tour et s'éloignera du village pour plusieurs semaines. Après des années de travail, des mois de préparation, des entraînements professionnels, voilà la première intervention réussie pour Arapan, ayant permis de protéger cet éléphant de tout conflit avec les humains. De l'action concrète et de terrain pour un nouvel espoir en faveur des éléphants de Sumatra.